La France est devenue le 22 mars dernier le premier pays au monde à mettre en ligne ses archives officielles sur les objets volants non identifiés. Le but est évident, faire entre autres la clarté, mais surtout tenter de dissiper les accusations de dissimulation, souvent fréquentes dans ce domaine. Bref, un travail tout à fait passionnant que nous avons intitulé pour cette émission « Le dossier secret des ovnis ». Et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Jacques Patenay est ingénieur, vous êtes responsable du GEPAN au CNES. Je traduis, GEPAN pour Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux et CNES, bien entendu, Centre national d'études spatiales. Vous avez participé à l'ouvrage collectif sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés aux éditions du Cherche Midi. Alain Sirou est directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace, le mensuel sur les sciences de l'univers, édité par l'Association française d'astronomie. Vous êtes aussi consultant scientifique et co-auteur avec Leïla Haddad du livre Clé de voûte, savoir l'astronomie, voir le ciel aux éditions du Seuil. Gildas Bourdet est lui ufologue, autrement dit, vous étudiez et recherchez les phénomènes relatifs à la vie extraterrestre et aux ovnis. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, j'en cite deux parus chez JMG Éditions, OVNI, la levée progressive du secret, ainsi que Roswell, enquête, secret et désinformation. Enfin, Pierre Lagrange est sociologue des sciences, vous collaborez au laboratoire d'anthropologie et d'histoire sur l'institution de la culture au CNRS. Votre livre, La guerre des mondes a-t-elle eu lieu, est paru aux éditions Robert Laffont. Je vais vous poser une question simple, Jacques Patenay, puisque c'est votre travail. Est-ce que les ovnis existent? Oui, les ovnis existent, oui. Quand je dis les ovnis existent, je ne fais pas d'hypothèse sur leur provenance ni leur origine. Voilà, mais si on l'appelle stricto sensu, objet volant non identifié, nous avons un certain nombre de cas qu'on peut qualifier d'objets volants non identifiés. Alors, depuis le temps que vous travaillez sur ces questions et que vous avez été au cœur des archives, entre autres, comment dire ça, vous me dites, les ovnis existent, mais je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas d'où ils partent, je ne sais pas de quoi ils sont faits, enfin, voilà. Exactement, oui, oui, absolument, puisque on n'a encore pas réussi à mettre la main sur un de ces fichus ovnis, d'une part, et puis on a très peu on n'a pratiquement pas de photos vraiment probantes. On n'a pas de vidéo, on n'a que des témoignages et des analyses et des enquêtes qu'on a pu faire sur le terrain et avec des observations qu'on n'arrive pas à expliquer avec nos technologies et donc on n'arrive pas à l'expliquer. Est-ce que ça veut dire qu'à vos yeux, il y a en quelque sorte une grande enquête, si je puis dire, scientifique qui n'a pas été menée à son terme ou qui n'a pas encore abouti, permettant de dire, eh bien, finalement, c'est ça, ou ça, j'allais vous dire... je caricature un peu, mais un jour un gamin a balancé une soucoupe volante dans le ciel, on a pris une photo à ce moment-là. Je vais au plus simple, voilà. C'est arrivé. C'est arrivé. Bon, d'accord. Ou, eh bien, maintenant nous avons même... Est-ce qu'on en est au stade où on peut dire nos moyens sont dépassés, nos moyens techniques ou scientifiques sont dépassés pour analyser un certain nombre de phénomènes? Parce que là, ça nous ouvrirait, j'allais vous dire, un espace intéressant, enfin, sans mauvais jeu de mots. Je ne sais pas si nos moyens scientifiques d'analyse sont dépassés parce que j'ai pas la sensation que la communauté scientifique s'est réellement emparée du sujet jusqu'à présent. On est trop souvent assimilé à des phénomènes paranormaux, à de la parapsychologie, à tout un tas de choses, qui fait que les scientifiques sont même beaucoup très frileux pour s'occuper de... Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous continuez de penser que finalement, c'est très difficile pour un scientifique d'aborder réellement la question des ovnis et donc potentiellement aussi de la vie extraterrestre, et qu'à la limite, ça reste honteux. En gros, il ne peut pas le faire sans qu'on se foute de lui. Enfin, voilà. Peut-être je séparerai un petit peu l'étude sur les ovnis de la recherche de la vie extraterrestre qui, elle, est faite, je dirais, à grande échelle, avec des programmes spatiaux de recherche comme CORO, etc. Donc la recherche de la vie extraterrestre en tant que telle, par la découverte d'exoplanètes et autres, elle existe, il n'y a pas de problème. Par contre, pour ce qui est des ovnis ou des phénomènes aérospatiaux non identifiés, là, on a effectivement une frilosité bien plus grande. Bon, peut-être qu'aussi on n'a jamais su fournir des données suffisamment exploitables. Les torts sont peut-être partagés. Alors je termine cette première série de questions en accédant aux archives que vous mettez en ligne, en essayant de s'intéresser à... Il y a de la presse en ce moment autour de la publication de ces archives. Pour résumer la situation, je vous dirais que moi ce que je comprends c'est, vous nous dites que les ovnis existent, mais que sur les extraterrestres, on ne sait pas. En deux phrases, est-ce que c'est bien la situation aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait. Oui. Je pense que ça résume bien la situation dans laquelle on se trouve. Ouais. Alain Sirou? Oui, moi je suis David de Jacques Patenay. Si vous trouvez une équipe scientifique en France qui travaille sur les ovnis, vous me faites signe. Ça n'existe pas. Alors pourquoi? Vraisemblablement parce que ce n'est pas un fait scientifique. On n'arrive pas à avoir un objet
qu'on met sous le microscope, qu'on enferme dans un labo et qu'on examine en regardant si c'est du perlimpépinette de potassium ou je ne sais pas quoi. Si on est capable de reproduire quelque chose, on n'a rien en termes de science à se mettre sous la dent. Donc ce n'est pas un fait scientifique, ce sont un certain nombre de phénomènes. Un terme générique, vraisemblablement le mot ovni c'est un terme générique, avec plein de choses différentes, des choses connues qu'on a identifiées, des choses inconnues qui restent à découvrir, et l'hypothèse extraterrestre qui, elle, est très débattue. Et ce sont des sujets différents à chaque fois, mais en science, on n'a rien. Pardonnez-moi, quand on est directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace, est-ce qu'on dit, comme Jacques Patnais, oui, les ovnis existent? Comment on formule les choses? Faites attention avant de perdre votre boulot. La France vous regarde. Enfin, pardon, elle vous écoute. Moi, je suis surpris par le fait que depuis 25 ans que je discute avec des astronomes amateurs et professionnels, de ce milieu-là, il ne vient rien, ou pratiquement rien. Il n'y a pas d'observation. On voit des étoiles filantes, on voit des ballons, on voit des Vénus, on voit des objets curieux, des rentrées atmosphériques. Enfin, il y a toute une somme de choses, mais ce que reçoit Jacques Patnais chaque jour ou chaque semaine, nous, on ne le reçoit pas. C'est-à-dire, on ne reçoit pas des témoignages de gens qui disent « J'étais au volant de ma voiture, j'ai vu un objet me survoler, la voiture s'est arrêtée. » Le jour où Hubert Reeves vous enverra une lettre où vous dira j'ai cru voir un ovni, vous direz bon ben, il a bu un coup de trop quoi. Vous aurez tout de suite l'explication. Oui, mais il me donnera des informations qui m'aideront à comprendre ce que c'est. C'est-à-dire, il me donnera la magnitude de l'objet, sa luminosité, sa vitesse dans le ciel. Il dira ça venait de la constellation du Sagittaire et ça allait vers la constellation de la Vierge. C'était en direction nord-sud-ouest, etc. Et il aura en plus l'idée de téléphoner à quelques astronomes professionnels ou amateurs en disant est-ce que vous avez vu la même chose? Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en 25 ans, nous n'avons pas eu de témoignages qui soient des choses crédibles. Par contre, quand on lit les témoignages du GEPAN, on se dit, mais alors là, c'est troublant. C'est troublant, voilà. Mais on a besoin d'informations supplémentaires, on a besoin de matière. Il nous faut savoir quelle lumière, quelle vitesse, pour donner des masses, des indications. Enfin, il nous faut des choses plus concrètes que simplement des témoignages. Hilda Bourdet, je vais peut-être vous formaliser les choses autrement. J'ai envie de vous dire, si on était vraiment troublé, peut-être qu'on mettrait d'autres moyens pour chercher. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'on le fait, mais que ça n'est pas public. Voilà. Là, on vient de parler pendant 5 minutes de ce qui est sur la table publique. Il y a peut-être beaucoup d'autres choses derrière la porte. Vous voulez dire que Patnais ne nous a pas tout dit? Voilà, non, mais attendez, Jacques Patnais, en ce moment, sera en quelque sorte... Non, mais ce serait rigolo, remarquez qu'on dise, tiens, ils viennent de faire un effort de clarification exceptionnel, c'est formidable, et après qu'on dise, mais non, c'est complètement bidon. Ils viennent de nous balancer ce qu'ils avaient envie de nous balancer, mais il y a quelque chose derrière. Il faut qu'on se parle franchement. Il a les archives du CNES, mais il y a peut-être d'autres choses. Il y a peut-être des études militaires qu'il n'a pas à connaître. Et il y a des tampons secrets, très secrets, peut-être. Pourquoi dites-vous 3 fois de suite peut-être? C'est-à-dire que vous entretenez, pardonnez-moi, j'allais dire, vous entretenez à la fois la curiosité, une relative anxiété et un chouïa de paranoïa. Je suis obligé de dire peut-être, parce que moi je n'en ai jamais vu de ces dossiers-là. Et M. Patnais me dit qu'il n'en a pas vu non plus. Mais en revanche, ça c'est la France. En revanche, il y a d'autres pays où on commence à connaître pas mal de dossiers. Alors aux États-Unis, il y a eu quelque chose comme 30 000 pages de déclassifiées en vertu de la loi sur la liberté de l'information, FOIA. Ça dure depuis 25 ans au moins. Et il y a des documents secrets. Oui. Il y a même quelques rares documents top secrets qui sont sortis. Et on a par exemple, je vous donne un exemple. Oui, bien à la fin, quand on a fermé les enquêtes Livre Bleu aux États-Unis en 1969, il y a eu un mémo qui a circulé sur les bases, signé d'un général, le général Bolander. Ce document, on le connaît parce qu'il a été déclassifié, peut-être par erreur d'ailleurs, parce que ça peut arriver aussi. Et il a été obtenu par un ufologue américain, et on l'a, tout le monde l'a, moi je l'ai, il dit à toutes les bases, mais attendez, vous n'êtes pas dispensé pour autant de continuer à faire des rapports sur les affaires importantes, comme ça a toujours été le cas, et d'ailleurs ça n'a jamais fait partie du système Livre Bleu. Excusez-moi, comme personne ne sait ce que c'est que le Livre Bleu, il faut nous donner la clé. C'est la commission d'enquête de l'armée de l'air des États-Unis qui a été responsable officiellement des enquêtes OVNI pendant près de 20 ans, dans les années 50 et 60 aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire, cette information que vous venez de nous donner? Que de fait, il y avait des observations qui étaient faites et que, en gros... Ça veut dire qu'il y a des dossiers secrets. Voilà ce que ça veut dire. Excusez-moi, en quoi la notion de dossier secret
crédibilise-t-elle le problème dont nous parlons ce soir, en deux temps, qui est celui à la fois des ovnis, objets volants non identifiés, qui portent bien leur nom, et ensuite la question, évidemment, de qui y a dedans, s'il y a quelqu'un. Ça signifie que sur la place publique, nous ne savons pas tout, et il y a encore beaucoup de choses qu'on va apprendre, probablement. Ça, c'est mon avis. Alors, depuis 40 ans, le CNES accumule les observations de phénomènes aérospatiaux non identifiés. PV de gendarmerie, témoignages, morceaux de satellites ou de météorites. Un seul homme a archivé tout cela, c'est vous, Jacques Patnet. Et vous venez d'ouvrir aux Français vos archives, aux Français et donc évidemment aussi aux équipes de journalistes de C'est dans l'air. Reportage, Laurent Di, Yvan Vastio. Le Centre national d'études spatiales sous haute surveillance. Ambiance Men in Black devant cet organisme qui dépend notamment du ministère de la Défense. Ce jour-là, le GEPAN, l'un des services du CNES, annonce la mise en ligne sur Internet d'une partie de ses archives. Ce groupement d'études est chargé de recueillir les témoignages sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, les PAN dans le jargon de la maison. Un terme que l'on préfère ici à celui d'OVNI. Le PAN veut signifier que c'est simplement un phénomène atmosphérique. L'OVNI, c'est plutôt un objet volant. Quand on voit une lumière, c'est pas forcément un objet volant. Les fantasmes sont nombreux autour de ce sujet qui voit s'opposer dans des débats interminables les sceptiques et les pro-OVNI. Dans ce milieu, la théorie du complot n'est jamais bien loin. Si le GEPAN a choisi de faire œuvre de transparence, son patron imagine parfaitement les limites de l'exercice. Je pense que les fervents tenants de la théorie du complot, je dirais tous azimuts, continueront dans cette voie. On peut diffuser tout ce qu'on veut, on peut toujours nous reprocher de ne pas avoir tout diffusé et d'avoir caché des choses. Alors à quoi ça sert ? Ça sert à au moins essayer de démontrer notre bonne foi. Je pense que la grosse majorité des gens le comprendront et pourront profiter des informations qu'on met à leur disposition. Toutes ces archives pour l'instant étaient gardées précieusement au Centre spatial de Toulouse, au secret. Près de 100 000 pages ont été numérisées, principalement les 1600 procès-verbaux de gendarmerie relatant les rencontres. Mais aussi, quand elles existent, les enquêtes menées par le CNES sur certaines observations. Pas de documents classifiés, tout sera mis sur Internet, nous dit-on. Sauf bien sûr ces quelques souvenirs amassés en 40 ans d'existence et que certains ont pris un temps pour des ovnis. Et ça, c'est un morceau de satellite russe de Cosmos 1984 qui est tombé en 88 au sud de Bourges. Et donc ça, il y a des gens qui ont cru que c'était un ovni ? Beaucoup ? Il y a eu une centaine de témoins qui ont vu un phénomène lumineux très important. Ça s'est vu depuis pratiquement le nord de la France jusque dans les Landes. Pour s'y retrouver dans toutes ces observations, le GEPAN utilise une classification des phénomènes, de la lettre A à la lettre D. Les phénomènes classés A qui sont parfaitement identifiés et où on a une preuve, comme le morceau de satellite que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple. Les phénomènes de catégorie B qui sont identifiés à pratiquement un coup sûr, mais on n'a pas la preuve physique, formelle de ce qu'on avance, mais la description, le truc permet de recouper l'ensemble des cas. Après, on a une catégorie C qui sont les cas qu'on n'arrive pas à exploiter puisqu'on n'a pratiquement pas d'informations, donc c'est un peu les déchets. Et puis la dernière catégorie où on a quand même pas mal d'informations, on a une bonne description, on a un ou plusieurs témoins fiables, et puis on n'a pas d'explication à fournir. À elle seule, cette dernière catégorie la plus sensible représente 25% du total, soit 400 ovnis potentiels. En tout cas, l'opération Transparence du CNES remporte un vif succès. Depuis une semaine, le site internet est saturé. Les curieux ont afflué, les passionnés aussi, même s'ils ne trouvent pas forcément leur compte dans cette publication. C'est ce genre de document que l'on va trouver donc sur le site du GEPAN. Et au niveau des ufologues, effectivement, l'usage sera assez limité parce que les ufologues connaissent la majorité de ces observations. D'autre part, pour l'ufologue qui voudrait réenquêter sur un de ces cas, vous voyez très bien que toutes les informations essentielles concernant la personne, le lieu, etc., ont été supprimées, ce qui est d'ailleurs conforme à la loi. Les spécialistes s'attendent à présent à une vague d'observations de phénomènes aérospatiaux. En effet, très souvent, lorsque les ovnis sont revenus sur le devant de l'actualité, ils ont suscité par la suite dans le public toute une série de nouvelles observations.
Voilà autre chose. Alors, si j'ai donc bien compris, puisqu'on en parle ce soir, on devrait en voir cette nuit dans le ciel. Ça a commencé. On prépare une nouvelle vague d'observation, non? Ça a commencé. Ah bon? Oui, sur les sites web, déjà, les gens témoignent des observations. Avec un argument qui est très puissant, ils disent, puisque le CNES a mis en ligne les observations, alors je peux parler maintenant, parce qu'avant on m'avait pris pour un idiot, et j'avais peur qu'on considère que je délirais. Et donc les gens écrivent, envoient des mails en disant c'était tel jour, et ça remonte à 10 ans, 20 ans. Hein. C'est extraordinaire. Il témoigne d'observations anciennes. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement, l'actualité, ne déclenche pas des vagues d'observations contemporaines. C'est ça, donc c'est pas systématique. On ne peut pas dire, parce qu'on parle de soucoupe volante, les gens vont se mettre à halluciner, à voir n'importe quoi dans le ciel. Je voudrais revenir, si vous voulez bien, sur le débat tout à l'heure, sur la question des scientifiques et des ovnis. Voilà. On ne peut pas demander, d'abord, il y a une histoire dans tout ça. C'est-à-dire que si vous remontez au 19e siècle avec Flammarion, Camille Flammarion, un grand astronome, vous prenez la rue de Flammarion, vous avez plein d'ovnis dedans. Flammarion s'intéressait, et à l'époque on s'intéressait beaucoup à tous les trucs bizarres qui se passaient dans le ciel. Simplement la science est professionnalisée et elle a construit véritablement une coupure entre l'opinion publique et les experts. Et pendant longtemps, ça a été ça, la façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'en 1947, quand les soucoupes volantes arrivent, c'est considéré comme un fait divers de presse et un phénomène qui ne peut pas intéresser les scientifiques parce que ça n'est pas sérieux et ça ne parle pas le langage de la science. Quand vous dites en 1947, quand les soucoupes volantes arrivent, je pense qu'il faut donner quelques explications parce que c'est... Ouais. Voilà, vous allez faire peur. L'expression soucoupe volante, est inventée en 1947 et forgée en 1947 pour décrire des observations qui ont été faites et qui ont lancé le phénomène tel qu'on le connaît sous sa forme moderne et contemporaine. Mais ça se passe plutôt aux États-Unis. Et ça se passe aux États-Unis, voilà, dans le Pacifique Nord-Ouest. Et c'est à la suite de ça que l'armée américaine va lancer un programme d'études du sujet, puisqu'il est lancé dans les jours qui suivent. Mais la presse, c'est surtout une controverse journalistique à ce moment-là. Et c'est vrai que les réponses que font les scientifiques, ce ne sont pas des réponses sérieuses. C'est des réponses qui montrent, foutez-nous la paix. On ne veut pas en entendre parler. Parce que pour eux, c'est une espèce de retour d'un fantôme qu'ils ont tout fait pour chasser. Et il va falloir des décennies pour que des scientifiques reviennent à s'intéresser à ces choses-là. Et c'est notamment dans les années 60 où il y a toute une jeune génération de scientifiques amenés par des gens comme MacDonald, Heineck ou Jacques Vallée ou d'autres, ou en France Claude Poher, qui vont dire il y a des observations bizarres et on ne peut pas se contenter d'envoyer promener les gens. Voilà. C'est pas comme ça qu'on établit des relations entre public et science. Donc vous nous dites qu'il n'y a pas toujours eu que du mépris scientifique pour ces questions-là. Il y a des tas de périodes, et même en 1948, par exemple, Lincoln Laplace, qui était un grand spécialiste des météorites, lui a pris le phénomène très au sérieux parce qu'il était habitué à manier des témoignages du grand public pour notamment retrouver les impacts de chute de bolides. Donc, et il y a un autre phénomène qu'il faut quand même dire, c'est que la science, l'effet scientifique ne tombe pas tout cuit du ciel. La science est une démarche active qui consiste à construire, au vrai sens du terme, des faits scientifiques. Alors Pierre Lagrange, puisque vous travaillez autour aussi de l'histoire, j'allais vous dire de l'histoire de ces histoires, on pourrait dire, hein, de longue date, pourquoi ils apparaissent en 1947 enfin, comment et pourquoi la question des soucoupes volantes apparaît, mot inclus, dans notre histoire contemporaine en 1947? C'est pas à cause de la guerre froide, c'est parce qu'on est arrivé à une période très particulière où paradoxalement on ne regarde plus le ciel. C'est-à-dire que la culture scientifique s'est construite de telle façon, ça peut paraître paradoxal, mais la culture scientifique, longtemps, la science, les scientifiques étaient des gens qui observaient la nature, très concrètement, qui y allaient. Les astronomes observaient le ciel et tout. Mais petit à petit, les instruments ont remplacé les observateurs. C'est-à-dire qu'on a construit des observateurs très performants. Et les astronomes, par exemple, aujourd'hui, n'observent plus le ciel. Ils observent des écrans de contrôle. Et en 1947, on est arrivé à un moment où ce phénomène est vraiment devenu visible et où d'un côté la science, de l'autre côté la culture scientifique, la science-fiction et tout, avait construit tout un tas de ciels de papier, je dirais, de ciels artificiels. Et du coup, regarder le ciel réel, c'était bizarre. Et ceux qui le regardaient, du coup, voyaient des choses étranges, parce qu'il y a des tas de choses étranges dans le ciel. Et ça, il y a eu toute une espèce de rapport bizarre entre des gens qui regardaient le ciel et tout le reste de la culture qui, elle, regardait ailleurs, regardait la télé, les médias, les bandes dessinées, les photos d'astronomes et toutes ces choses-là qui sont autant de ciels artificiels qui peuplent notre culture scientifique. Comprenez qu'à contrario, vous nous dites en gros, en 1947, il y a un gars qui lève les yeux et il finit par voir des choses. Ben parce qu'il y avait des choses à voir. Parce qu'il y avait des choses à voir. Mais il se trouve que la culture scientifique, elle avait établi une liste de ce qui était à voir et en gros avait liquidé tout un tas de choses. Rien n'existait. En dehors de ça, en gros, rien n'existait. Dasbourdet. Oui, là je suis un petit peu surpris. C'est la première fois que je vois cet argument tel que vous le formulez. Mais là, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a bel et bien eu irruption soudaine d'une vague d'ovnis. Mais j'ai pas dit le contraire. C'était tout à fait inattendu. Non, mais attendez, c'est pas du tout quelque chose qui est comme ça, qui s'est formé pour des raisons plus ou moins psychosociologiques. Mais je ne parle pas de psychosociologie. C'est vraiment un phénomène qui est apparu brutalement.
brutalement en 15 jours de temps. Alors on sait maintenant qu'il y a eu des observations bien avant, notamment même en 45, en 46, pendant la guerre probablement aussi. Il y avait ces fameux Foo Fighters pendant la guerre qui intriguaient beaucoup les Alliés et les Allemands. Les Allemands croyaient que c'était des engins alliés et vice-versa. Et alors, on ne sait toujours pas ce que c'était, cette espèce de boule lumineuse. Et donc ça n'est pas tout à fait nouveau, mais nous sommes d'accord là-dessus. C'est vraiment une vague. Il y a eu une vague très importante à ce moment-là. Mais une vague en chiffres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au même moment, on a des milliers de témoignages de gens qui lèvent les yeux vers le ciel et qui disent il y a quelque chose. Enfin, on a vu des drôles de trucs. Sur tout le territoire américain, et nord-américain et canadien d'ailleurs aussi, des milliers de témoignages. Et d'articles de presse. Mais ça n'a émergé qu'au bout d'une quinzaine de jours. Moi, j'ai vu le New York Times de toute la semaine début juillet. Et nous? Ça démarre en page 25, 26, et puis ça monte en première page, et puis ça monte 2, 3, 4 juillet, et c'est pris au sérieux à ce moment-là. Attention, il y a des scientifiques qui disent « Ah mais attention, c'est très curieux tout ça ». Non, la plupart des scientifiques ne prennent pas au sérieux. Il y a quelques-uns qui ont dit, qui s'étaient étudiés, quelques-uns. Ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'en 1947, excusez-moi, je vais faire allusion à mon petit dada, c'est qu'il y a eu le démenti de Roswell, et tout est tombé. Il y a eu le gros titre du 9 juillet dans le New York Times, le plus gros titre du jour, démenti de Roswell, c'était un ballon météo. Le lendemain, ça retombait en page 26, et c'était fini. Ce que vous voulez dire, c'est que le démontage de l'affaire Roswell a contribué à diminuer la vigilance, l'intérêt ou la crédibilité qu'on pouvait porter à la question des soucoupes volantes. Si vous me permettez, je vais ajouter autre chose qui va probablement me faire avoir l'air d'un conspirationniste. Je me demande, on peut se demander... commencé un peu en début d'émission. Oui, on peut se demander... C'est pas grave, parce que moi, je ne risque rien, de toute façon. Je peux me le permettre. On peut se demander, même si, en fait, et tout ça n'a pas été orchestré par les gens d'en haut, ils se sont fait une monstration, comme disent les philosophes. Ils nous ont fait une belle monstration, et puis ils sont arrêtés à un moment donné. Toc. Parce que moi, je crois qu'il y a un dossier là-dessus qui est tout à fait qu'on peut plaider. C'est celui que nous sommes l'objet de, j'allais dire manipulation, mais on nous montre des choses et il y a tout un programme qui se déroule. C'est quelque chose à quoi il faudrait penser. Alors, Jacques Patnet, donc c'est très bien, du coup on a fait le tour et on revient à vous. Est-ce qu'il y a des éléments qui pour l'instant ne sont pas portés à notre connaissance? On peut le dire aussi par exemple des éléments classifiés pour des raisons de défense. Non. Est-ce que vous, votre travail, ça a bien été de compulser, ramasser, orchestrer, archiver tous ces éléments pendant des années? Et est-ce que vous l'avez fait sans exclusive et sans contrainte? Ça a été fait sans exclusive et sans contrainte par rapport à d'autres organismes dans d'autres pays où c'est systématiquement l'armée de l'air ou des services émanant de l'armée de l'air qui s'occupent de ça. On est un organisme public et civil. La création du GEPAN n'a pas été faite du tout sur une quelconque demande du gouvernement, mais est née de la volonté du directeur général du CNES de l'époque, Yves Sillard, parce que Claude Poher travaillait sur le sujet depuis très longtemps et il a réussi à le convaincre que c'était un sujet d'étude intéressant. Donc il n'y a pas d'intervention gouvernementale, ni ministérielle, ni militaire dans la création du GEPAN. Donc après, dans les premières années du GEPAN, le GEPAN a récolté et collecté un maximum de cas anciens. On remontait dans les années 50. Je ne peux évidemment pas garantir qu'il a tout collecté. D'ailleurs, je suis sûr du contraire. J'ai actuellement un historien qui travaille aux archives de la gendarmerie pour retrouver tous les dossiers qu'on n'aurait pas récupérés. C'est clair que les dossiers qui avaient plus de 20 ans à l'époque de la création du GEPAN, on a un peu de mal à les retrouver, donc c'est en cours. On fait aussi des recherches côté armée de l'air. Avec le comité de pilotage du GEPAN, nous avons de très bonnes relations avec l'armée de l'air. Je n'ai pas l'impression, la sensation, du moins avec mes interlocuteurs, qu'il y a des quelconques choses, des tiroirs secrets, comme on dit, au niveau de l'armée de l'air. Je peux pas ni le prouver, ni l'infirmer. C'est mon sentiment à moi. Et on travaille avec eux pour voir si on peut s'il y a d'autres choses qu'on pourrait trouver. En préparant l'émission ce soir, très honnêtement, il y a un moment où on a pris un fou rire avec mon rédacteur en chef en disant il faut quand même lui demander s'il ne serait pas là pour nous amuser. Et est-ce qu'il n'y en a pas un vrai qui fait les vraies recherches avec les vraies archives et les vrais dossiers? Non, non, franchement, non. Ou alors je ne connais pas.
Mais non. Ça ne peut pas exister sans que vous le sachiez, par exemple. Non. Mais bon, encore une fois, je sais que c'est insensé ce que je vous dis, mais je trouve normal de vous poser la question. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est votre très mauvaise influence. C'est sûr qu'on n'a que notre bonne foi pour convaincre les conspirationnistes. Donc c'est peut-être un peu compliqué, mais bon, je n'ai pas d'argument. On m'a posé hier une fois une question, on m'a dit est-ce que vous avez des preuves? Eh bien non, j'ai pas de preuves. Je n'ai pas de preuves que ce qu'on met en ligne, c'est la totalité des archives. J'ai pas de preuves à vous fournir. Maintenant, je peux vous garantir que j'ai rien d'autre. Vous avez tout mis. On n'a pas encore tout mis parce qu'on a des problèmes techniques de mise en ligne progressive, mais on va tout mettre. Oui. Pierre Lagrange, qu'est-ce que vous en pensez? On peut dire que de toute façon l'armée n'est pas là pour étaler sur la place publique ce qu'elle sait par définition. L'armée, oui, les militaires sont pas là pour nous raconter des histoires de La notion de secret et la notion de militaire sont intimement liées. Et dans l'histoire américaine notamment, on sait que les programmes qui se sont succédés étaient des programmes la plupart du temps secrets. Et dès 47 et 48, le projet SIGN, qui était le prédécesseur du projet Blue Book, était composé d'experts qui... Alors là, il y a une relation tout à fait intéressante justement avec la science. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les experts militaires et les experts scientifiques qui sont embauchés par l'armée. Or, les experts militaires, eux, étaient arrivés à l'idée que le phénomène était réel, qu'il y avait vraiment quelque chose qui volait et qu'il était important pour eux de savoir ce que c'était. Oui. Et c'est ça la vraie question. Par contre, ils n'avaient aucune conclusion définitive en termes de preuves matérielles. C'est ça aussi leur problème. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtaient pas de dire on est convaincu que nos pilotes, parce que les pilotes militaires avaient fait des observations dès 1947, ils disaient on a donc quelque chose qui vole, mais ce truc-là ne tombe pas. Pourquoi est-ce qu'il ne tombe pas? Habituellement, les avions russes ou autres, ils finissent par tomber à un moment ou à un autre. Donc c'était ça la vraie question. Alors tout à l'heure, Gilles Bourdet évoquait l'affaire de Roswell. L'affaire de Roswell en 1947, c'est une affaire parmi plein d'autres histoires et on ne va vraiment en parler qu'à partir de 1980. En 1947, elle fait la une de la presse pendant un jour, le lendemain on n'en parle plus et les surlendemains on n'en parle plus du tout, on l'a oublié. Parce que les histoires se succèdent dans un train d'enfer en 1947. Pardon? Les souvenirs s'effondrent en même temps aussi. Non, c'est pas à cause de Roswell, je suis désolé, parce que le 4 juillet, il y a l'observation. Il y a d'autres observations le 4 juillet qui vont relancer justement l'histoire des soucoupes. C'est l'observation du capitaine Smith que j'ai retrouvé aux États-Unis, qui est un pilote de United Airlines. Et donc, qu'est-ce qu'il a vu, le capitaine Smith? Il a observé 11 objets au crépuscule depuis son avion avec son copilote et l'hôtesse de l'air. Donc une observation qui est considérée comme tout à fait sérieuse dans les archives militaires. Encore une fois, un truc, on ne sait pas ce qui a été vu. Le problème, c'est que c'est très frustrant ce genre d'histoire parce qu'on n'a pas de conclusion. Mais une partie du problème vient justement de la façon dont on appréhende le sujet et dont on le considère souvent comme un fait divers, une bonne blague. Et ça ne va pas au-delà. La question, c'est est-ce qu'on peut en faire quelque chose au-delà du fait divers? Est-ce que les phénomènes dont nous parlons ce soir sont des phénomènes où, par exemple, on prend ce cas précis, est-ce qu'à l'époque, des gens ont essayé de comprendre en disant, vraiment, ça pouvait être 12 astéroïdes qui tombaient au même moment? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'à chaque fois, on prend la pelote scientifique de ces questions pour aller jusqu'à un terme? Oui, mais pas sérieusement, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a eu plein d'hypothèses qui ont été proposées pour l'histoire d'Arnold, par exemple, on a proposé des pélicans. Enfin, des tas de trucs. Des pélicans, des oiseaux. Un vol de pélicans. Je ne sais pas trop. Mais vous voyez, oui, mais alors, à l'époque, on a parlé de Mirage, on a parlé d'avions classiques. Enfin, le problème, c'est que ces explications se succèdent et elles ne permettent pas de rendre compte des faits. Je veux dire, si on dit telle affaire, c'est un hélicoptère qui s'est posé, ok, il faut l'hélicoptère, le nom des pilotes et le numéro du vol. Et là, on sera convaincu. Sinon, c'est extrêmement difficile. On peut dire ce qu'on veut sur les ovnis. C'est ça le vrai problème. C'est qu'on peut dire ce qu'on veut pour et contre. Et il faut créer les conditions d'un vrai débat. Alors, est-ce que vous avez l'explication de ce scepticisme, Gilles Bourdet? Oui, je pense que c'est normal d'être sceptique au départ. C'est une attitude tout à fait normale et rationnelle, que je ne conteste pas. C'est progressivement, d'ailleurs, l'astronome Alan Hynek, qui était pendant 20 ans le conseiller scientifique de la commission Livre Bleu, a écrit un livre, un premier livre en 72 et puis d'autres ensuite. Et il a expliqué qu'il a mis peut-être 10-15 ans avant de commencer à se dire que c'était pas possible. On lui demandait de trouver des explications naturelles, la planète Vénus, un ballon météo. Et puis à la fin, il en a eu marre. Et il s'est rebellé. Et après qu'on a fermé la commission Livre Bleu, il s'est dit mais c'est pas possible, on va pas en rester là. Et il a écrit son livre pour expliquer que les ovnis existent et qu'il a mis 15 ans avant de l'admettre. Il y en a d'autres qui ont fait plus vite. Par exemple, l'anglais Nick Pope, que nous avons invité à Paris il y a quelque temps, il a passé 3 ans au ministère de l'Air britannique, de 91 à 94.
Et il dit, il a écrit plusieurs livres depuis, qu'il était entré à ce poste en ne sachant rien et en ne croyant à rien, et qu'il en est ressorti totalement convaincu de la réalité des ovnis. Donc ça peut aller plus vite. Mais ce que je voulais dire quand même, parce que tout de même, c'est un petit peu mon cheval de bataille, c'est que quand vous dites qu'il n'y a pas eu d'ovnis écrasés, moi je pense que si. Il y a un truc qui est tombé, mais c'était pas ce que vous dites, c'est ça? Vous dites, il y en a qui sont tombés. En ce qui concerne Roswell, c'est plus que probable. Il y a un cas, à mon avis, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Non, mais l'explication de l'Air Force, elle ne tient pas debout. Ils ont commencé par dire que c'était un ballon météo, et puis ensuite, en 84, ils ont dit non, c'était un train de ballons. C'était toujours des ballons météo, avec des petites cibles radars. Excusez-moi, mais accordez-moi 5 secondes et je vais vous faire une petite démonstration. J'ai un petit morceau de bois de balsa dans ma poche. Alors allez-y. Les cibles radars dont était composé ce train de ballon Mogul, c'était monté sur des baguettes de balsa comme ça, 8 mm de section. Alors voilà, l'armée de l'air a fait un livre de 1000 pages pour expliquer que les officiers de Roswell ont été éblouis par ça et qu'ils ont cru qu'ils avaient ramassé une soucoupe volante. Alors regardez ce que ça donne. Et c'est ce qu'on a trouvé dans le champ, malheureusement. On fait toujours des réflecteurs radars. Eh ben oui, mais est-ce que vous connaissez des gens qui ont pris ça pour une soucoupe volante? On fait des ballons avec des réflecteurs radars, ils sont montés sur des baguettes très fines comme ça. Personne ne prend ça pour une soucoupe volante. Vous dites qu'on nous a raconté une belle histoire, et pendant ce temps-là, on ne cherche pas les choses. Il faut voir qu'à cette époque-là, c'était les premiers ballons stratosphériques. Et les tout premiers ballons stratosphériques. Oui, mais d'accord, mais une fois qu'ils étaient au sol, ils étaient pitoyables. C'était 20 kilos, le train de ballon Mogul. Alors, écoutez, ce qui est extraordinaire, c'est que ce type de débat sur les ovnis et les extraterrestres crée des oppositions encore plus fortes que pour l'élection présidentielle. Il faut remplacer. Ça me dépasse. Je peux recommencer si vous voulez. Regardez. Ça me fait mal. Alors, on va maintenant rentrer dans le vrai domaine de l'étrange. C'est arrivé près de chez nous, il y a 17 ans, dans le ciel de Belgique. Plus de 2000 témoins assistent médusés à l'apparition de 3 points triangulaires lumineux dans l'espace. L'armée de l'air envoie 2 F-16 en chasse. Et voici maintenant la suite de l'histoire racontée par Laurent Di et Yvan Vastio. Je suis sorti ici dans la cour et j'ai observé 3 engins de forme triangulaire. J'ai sorti ma tête et j'ai regardé comme ça. J'ai vu carrément une grosse lumière au-dessus et tout le ciel était rouge. J'ai jamais vu ça de ma vie, jamais vu. J'ai 52 ans, j'ai jamais vu ça. De fin 89 à début 91, de nombreux témoins racontent ainsi avoir observé des ovnis. Même des patrouilles de gendarmerie en ont vu dans cette région de Wallonie. Le phénomène est aujourd'hui connu des spécialistes sous le nom de vague belge. La Société d'études des phénomènes spatiaux, un groupe d'ufologues et de scientifiques, recueillera plus de 2000 récits en quelques mois. Évidemment, le témoignage visuel n'a aucune valeur en science. Mais quand il y a 100 personnes qui rapportent la même chose, les mêmes détails, et qui n'ont pas pu l'apprendre sous-détail, sous-phénomène par exemple, qui n'ont pas retrouvé ces détails dans la presse, qui n'ont jamais lu un livre sur le problème OVNI, ça devient très difficile à démolir. Certains spectateurs ont même recueilli des preuves, comme ce film amateur sur lequel on devine la forme triangulaire décrite dans 90% des cas. Encore plus tangible, le 30 mars 90, les forces aériennes belges lancent 2 chasseurs F-16 à la poursuite d'un écho-radar non identifié. On a détecté un objet, le même objet au radar F-16, et cet objet, pour nous, s'est déplacé à une vitesse non conventionnelle. Tout d'abord à une vitesse très faible, et a accéléré et a descendu à une vitesse phénoménale vers le sol. Militaires ou civils, les pilotes sont souvent aux premières loges pour constater d'étranges phénomènes. C'est arrivé à Jean-Charles Duboc. Il est aujourd'hui à la retraite, mais il se rappellera toute sa vie de ce qu'il a vu le 28 janvier 1994 lors d'un vol Nice-Londres. Ah, ça avait à peu près cette forme, ça, comme ça, et donc c'était incliné, j'ai vu ça comme une soucoupe, et c'est mis doucement comme ça. Et nous l'avons observé une grosse minute. Et à un moment, il est devenu transparent et il a disparu. Donc, voilà. Vous étiez où, vous, à ce moment-là? Ah, moi, j'étais au-dessus de Coulommiers, j'étais commandant de bord d'un Airbus 320. Et on était en 12 000 mètres et il y avait 150 à 300 km de visibilité. Un très beau temps et d'excellentes conditions météo. Tout l'équipage de l'appareil aurait vu l'OVNI. Un écho-radar a même été enregistré par une base militaire voisine.
Malgré cela, Jean-Charles a tout de même mis 3 ans avant de témoigner par écrit. Il y avait un tabou tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'information. Moi, dans ma carrière de pilote de ligne, j'ai jamais eu d'information d'information sur le phénomène OVNI. Jamais. Ça fait pas sérieux d'en voir? Pour beaucoup, il y a même une crainte parce que les pilotes sont censés avoir une bonne santé physique et mentale quand même. Donc, si vous voulez, si on leur dit c'est une hallucination, etc., c'est quand même pas très bon, quoi. Beaucoup plus rare encore les témoignages sur les atterrissages d'OVNI. C'est pourtant bien ce qu'aurait vu cet ouvrier en 1981 à Trans-en-Provence. À l'époque, il avait raconté son histoire à une équipe de France 3. L'engin c'était un jet una forma come due assiette, c'est-à-dire comme une soucoupe. L'una sull'altra va un engin come ça, c'était 2,50 m là sur 3 mètres, il fait environ le chose là, le diamètre. De quelle couleur était-il? Plomb. C'est la gendarmerie de Draguignan qui est saisie et qui procède rapidement aux premières constatations. Nous avons essentiellement constaté les traces qui étaient au sol et qui nous ont laissé supposer qu'un objet s'était réellement posé sur le sol. Et puis après, nous avons fait des prélèvements de l'herbe qui était légèrement écrasée et que nous avons envoyé en laboratoire. 4 laboratoires différents mettront en évidence des traces de fer, de phosphate et de zinc. Ils détecteront aussi un échauffement de près de 600 degrés ainsi que des dégradations biochimiques de la luzerne alentour. Des dégradations dont l'origine reste indéterminée. Alors on a bien compris qu'il allait falloir créer un grand dossier sur Beaujolais et OVNI et objets volants non identifiés. Bon, je veux dire, il y a un gros problème. Tous ces témoignages, en fait, ils sont intéressants. Alors, quand on a envie de se protéger, moi c'est mon cas, on peut prendre un bon fou rire. Mais le problème, c'est de savoir quels moyens on met à un moment pour essayer de mettre à plat, un peu sérieusement, des questions qui finalement ont toujours été celles de l'humanité. C'est qu'est-ce qui se passe au-dessus de moi, où vais-je, qui suis-je, voilà. Et on n'a pas l'impression pour l'instant qu'on mette ce qu'il faut pour ça. C'est peut-être difficile à défendre, je ne sais pas, dans un budget de ministre de la Recherche. C'est très difficile, mais c'est le ministre de la Recherche qui a créé le GEPAN dans les années 70. Il avait bu un coup de trop déjà à l'époque. On a discuté avec lui, c'était Hubert Curien, il a dit moi, il y a une demande des Français, il faut qu'on y réponde. Et donc on va étudier le phénomène. Donc c'est ce qu'a expliqué Hubert Curien. Non, mais là vous décrivez un phénomène plutôt démocratique, c'est de se rendre compte qu'il y a un intérêt naturel et d'essayer d'y répondre un peu. On ne peut pas laisser ça aux gens qui imaginent qu'il y a une conspiration, on ne peut pas laisser ça à ceux qui pensent qu'il y a un débarquement d'OVNI. Et puis, d'une certaine façon, et puis c'est tout à fait naturel, il faut prendre les gens au sérieux, ils ont vu quelque chose. Oui, voilà. Honnêtement, les gens ont vu quelque chose. Il faut arrêter de les traiter du luberlu, etc. Par contre, dans ce domaine-là, effectivement, il y a des théories uluberlues pour les expliquer. Et c'est ça le problème qui est... Alors, entre autres, pas la seule explication, mais si on ne trouve pas de scientifique aujourd'hui, Jacques Patenay le sait bien, parce qu'en fait, la démonstration que fait le CNES, c'est aujourd'hui de dire, voilà, on livre tout sur la table, mais on n'a personne pour travailler sur l'explication. Et alors, quand ils essaient eux-mêmes de travailler sur l'explication, finalement, il vaut mieux qu'ils arrêtent, parce que, effectivement, travailler sur une explication à partir de ça, il faut une méthode scientifique, il faut définir ce qu'est le fait scientifique, si c'est le même ou si c'est des choses complètement différentes. Enfin, on ne peut pas établir le fait par définition, c'est ce que nous a expliqué très bien tout à l'heure Pierre Lagrange. Mais il faut une méthode... Un truc que personne ne comprend, ça n'est par définition, il n'y a pas les outils de la discipline pour l'évaluer. Mais prenons à ce moment-là quelque chose qui a été, par exemple, une énigme pendant longtemps en science et qui a été les sprites. Vous ne savez pas ce que c'est que les sprites? Les sprites, ce sont des... Quoi, les sprites? Alors les sprites, ce sont des lueurs qui ont été observées dans la très très haute atmosphère par certains temps en haut des montagnes. On apercevait des lueurs mais très très lointaines. Les astronautes à bord de la navette spatiale apercevaient comme des éclairs d'orage au-dessus de l'atmosphère. Et tout le monde a dit mais ça va être une aberration. Vous savez, les hommes sur la Lune avaient cru voir des lumières. En orbite autour de la Terre, on avait vu des choses un peu bizarres. On a mis exactement 27 ans à découvrir le phénomène physique de ce qu'était un sprite, parce que d'abord, on ne pouvait pas le fabriquer en laboratoire. Il se produisait sans qu'on sache exactement pourquoi. Il fallait connaître et comprendre les conditions physiques du sprite. Eh bien, au début, les gens qui se sont intéressés se sont fait moquer. Oui.
Ensuite, certains ont fait une théorie en disant ça pourrait être ça, mais il faudrait vérifier. Il a fallu X années avant d'avoir une photo. Quand on a eu une photo, on se dit tiens, il y a un truc sérieux, tangible. Et puis ensuite, on a abouti parce qu'on a dit à un moment donné, voilà, ça doit se passer dans tel environnement, à tel moment, quand il se passe ça, ça et ça. Et ça, c'est la limite de la science. C'est-à-dire que la science, aujourd'hui, elle est très démunie par rapport au monde réel. Dans le monde réel. Maintenant, vous nous avez expliqué comment ils avaient mené l'enquête. Ce sont des phénomènes qui se passent dans la très très haute atmosphère, dans l'ionosphère exactement, et ce sont en fait des concentrations d'énergie qui se passent dans certaines conditions et qui se libèrent. Vous voyez, les feux de Saint-Elme par exemple, lors des orages, vous avez une concentration d'électricité statique qui à un moment donné fait comme une flamme, et bon, il y a des conditions physiques dans la très haute atmosphère qui produisent ce genre de choses. Personne n'avait, on les assimile pas à des ovnis, hein, on les voit pas à partir de la Terre, mais là on a vraiment typiquement un phénomène qu'on n'arrive pas à se mettre sous la dent et à reproduire. Quoi. Ouais, mais mes francs-maçons belges, là, qui sont 2000, enfin non, je dis francs-maçons pour rire, parce qu'ils ont vu une formation triangulaire, lumineuse, bon, quand il y en a 2000, désolé, je ne les prends pas pour des hallucinés. Non, mais ça veut dire qu'il faut effectivement essayer de trouver une procédure pour regarder ce qui se passe à ce moment-là. Alors, c'est l'enquête. Alors, sans doute que les moyens de l'enquête, moi je suis frappé de voir que Jacques Patenay est seul, par exemple, aujourd'hui, pratiquement, à travailler sur ce domaine-là, c'est vrai. Bon, encore une fois, il n'y a pas de scientifique, mais ça veut dire qu'il faut vraisemblablement une méthodologie, ça veut dire qu'ils ont vu quelque chose. Ça veut dire qu'on était dans les années 89-90, la première guerre du Golfe n'était pas très très éloignée. Les Américains avaient des bases militaires du côté de la Belgique et de l'Allemagne. Le fait qu'ils aient eu des avions invisibles, entre guillemets, vous savez, furtifs, c'était pas vraiment une grande découverte. Bon, enfin, ça n'explique pas nécessairement la chose, mais ça veut dire qu'il aurait fallu fouiller avec une méthodologie scientifique, ce qui n'est pas le cas puisqu'on est sur des affaires de témoignage. Je reprends les chiffres juste sur les choses. Quand on a des radars qui nous disent qu'un élément est passé de 260 à 1600 km/h, qu'est-ce qu'on en conclut? On sait pas, simplement qu'on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Ben, dans les médias, oui. Pour le moment, oui. On conclut qu'il y a des vitesses qui sont relevées, qui sont encore bien plus importantes que ça. Il y a des mouvements de phénomènes lumineux avec une agilité, des virages à angle droit, voire même des arrêts sur place qu'on n'arrive pas à expliquer. Et qui ont des comportements vis-à-vis d'avions militaires, par exemple. Alors je vais utiliser un mot avec prudence, mais j'en trouve pas d'autres, que des comportements entre guillemets intelligents vis-à-vis de l'avion autour duquel bon, on a l'affaire du Mirage 4 du colonel Giraud, où il a fait de véritables acrobaties, de véritables simulacres de combat avec quelque chose, un point lumineux qui n'a pas été détecté au radar, mais qui l'a entraîné dans des virages très serrés à plus de 6G et demi, et systématiquement il retrouvait le phénomène derrière lui, à l'intérieur de son virage. Et le phénomène, bon... Là, on a l'impression que vous le décrivez Tom et Jerry. Oui, peut-être. Sauf que le pilote, le pilote avait décidé de ne rien dire. Oui. Il avait appelé la tour de contrôle en lui disant « Est-ce que tu vois, je vois un truc lumineux, qu'est-ce que je vois ?» On lui a répondu « Vérifie ton oxygène ». Mais c'est très bien expliqué par le commandant de bord qu'on entend dans ce reportage. Il a dit, bon, donc je n'en parle pas, sauf qu'au sol, 2 gendarmes avaient vu le manège de l'avion et du phénomène lumineux, et qu'à l'arrivée, il était accueilli par 2 gendarmes de la base pour demander ce qui s'était passé. Donc il n'était pas seul. Je veux dire, on peut pas évacuer le témoignage, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, Gildas Bourdet? Eh bien, c'est très intéressant, et voilà. Mais vous voyez qu'on ne cache pas tout. On apprend des choses. Enfin, on connaissait déjà un petit peu ce cas, mais là, vous apportez quelques détails intéressants. Hein. Je vois que vous avez bien déjà maîtrisé les dossiers très rapidement. Mais vous les connaissiez depuis longtemps, en fait, j'imagine. J'avais un petit peu... Ouais. Ça m'intéresse depuis pas mal de temps. Ouais, c'est ça. Vous voulez pas parler, là? Bon, on peut toujours essayer. Alors, que fait la science dans le domaine de la recherche extraterrestre? C'est une des questions qu'on se pose depuis le début de cette émission. Le projet, on va dire, de plus grande ampleur ou le plus ambitieux consiste, en gros, pour l'instant, à écouter le ciel, une sorte de projet de grandes oreilles dans l'espace. Quand on n'écoute pas ailleurs, on regarde ici, autrement dit, en fouillant les entrailles de la Terre ou de la mer. On parle dès lors d'exobiologie, autrement dit de la vie venue d'ailleurs et qui se serait posée sur Terre. Reportage Laurence Deleur, Gwenlawen Le Gouil. Ils peuvent vivre dans le noir, dans l'acide, à plus de 100 degrés ou sous la glace, et même parfois sans air. Et pourtant, ces créatures de l'extrême se trouvent sur la planète Terre.
Donc en fait ici on présente différents types d'animaux, comme par exemple ici on a le grand gousier qui vit à 6,5 km de profondeur. En fait c'est un exemple d'animal justement qui vit dans des conditions extrêmes sur Terre. Donc s'il existe des conditions extrêmes sur Terre, on peut aussi se dire que dans les mêmes conditions extrêmes en dehors de la Terre, on peut avoir un développement de la vie. C'est ce postulat qui guide la recherche des exobiologistes. Des scientifiques de tous bords qui tentent de résoudre cette énigme originelle de l'apparition de la vie. Une quête qui les mène dans des milieux volcaniques au fond des océans. C'est à des grandes profondeurs, là où il n'y a pas de lumière, à des températures qui sont très très chaudes, à des pressions très très impressionnantes. Et en fait, quand on a été explorer ces fumeurs noirs, on s'est rendu compte qu'il y avait un développement de la vie tout à fait extraordinaire, qu'on ne se doutait pas du tout. 300 milliards d'étoiles peuplent notre galaxie. 100 milliards de galaxies forment l'univers. Et nous serions les seuls êtres humains? Impossible pour certains terriens qui attendent avec impatience un signal venu d'ailleurs. Un programme scientifique soutenu d'abord par la NASA puis par l'université de Berkeley en Californie tente de capter cet hypothétique appel. Pour cela, l'univers a été mis sur écoute. Voilà, donc la Terre elle tourne et donc l'étoile, là elle va arriver à être en face du radiotélescope. Et c'est à ce moment-là que quand l'étoile est juste là, que le radiotélescope va recevoir un signal. Donc ça c'est un signal à la fréquence de l'hydrogène, c'est un signal classique. Donc s'il y a un signal bip bip bip, il va l'entendre aussi. L'étoile il va l'entendre en faisant comme une ambulance. Et donc toutes ces données-là, après il faut les analyser. Et donc c'est pour ça qu'on va faire appel à plein d'ordinateurs qui sont répartis tout autour de la planète pour le faire. Parce que l'ordinateur de Berkeley ne peut pas tout faire. Oh non, on ne peut pas avoir un ordinateur aussi puissant pour faire autant. Comme Elisabeth, 600 000 personnes du monde entier ont accepté de mettre leur ordinateur au service de la recherche des extraterrestres. L'appareil analyse les bruits émis par les étoiles. Un grand trait qui se répète cacherait un petit bonhomme vert. Là, comme il n'y en a qu'un, on pourrait se dire qu'il y en a, comme il n'y en a qu'un seul, c'est peut-être plutôt un parasite, mais il y en aurait toute une série qui serait bien alignée. Ce serait peut-être un extraterrestre qui serait en train de nous faire bip, 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 ou qui serait en train de parler, de faire du morse, ou juste ça. Ça vous fait rêver? Oui. Je pense, on n'en est pas encore à pouvoir décoder un signal, mais déjà on aurait le téléphone qui sonne. En gros, on saurait qu'il y a quelqu'un, qu'on n'est pas seul. Après, il y aura encore plein d'expériences à faire, plein d'écoutes à faire. Mais déjà, je pense que pour nous, ce serait immense de savoir qu'on n'est pas seul dans l'univers. Jusque-là, c'est sur Mars, Vénus, Titan et Europe, proches de nous, que les scientifiques espéraient trouver des traces de vie. Mais désormais, les espoirs se concentrent au-delà de notre système solaire, sur les exoplanètes. Plus de 200 déjà ont été découvertes, mais les petites, celles qui ressemblent à la Terre, restent introuvables. Le satellite européen COROT a été lancé le 27 décembre dernier, justement pour les repérer. COROT était en fait un guide pour cette recherche de la vie. C'est-à-dire COROT va montrer le chemin en expliquant quelles sont les étoiles où il faut chercher. On ne peut pas, pour trouver des indicateurs de vie, il faudra des instruments extrêmement ambitieux qu'on n'est pas capable de mettre en orbite tout de suite, qui mettront encore probablement au moins 20 ans avant d'être mis en orbite, mais il faudra leur montrer le chemin. Et COROT est fait pour ça. COROT est fait pour détecter, donc de montrer le chemin, où doit-on regarder. La vie existe peut-être à des années-lumière de nous, mais il faudra encore beaucoup de patience avant de pouvoir prouver l'existence d'E.T. Alors là, on se rend compte grâce à ce reportage que finalement, certaines démarches scientifiques sont allées un peu plus loin. Et voilà, COROT, c'est pas rien, c'est un engagement, c'est de l'argent. Alors qu'est-ce que c'est le but? D'aller entendre si quelqu'un a envie de nous parler? De décrocher le téléphone, comme dit cette dame dans le reportage? Non, c'est plutôt une démarche qui consiste d'abord à trouver les planètes. C'est-à-dire que s'il y a des êtres intelligents qui vivent sur une planète, d'abord il faut trouver la planète. Donc il faut trouver quelque chose qui ressemble à la Terre. Depuis 1995, on a trouvé plus de 220 planètes extrasolaires, en dehors de notre propre système. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de trouver des terres. C'est-à-dire des objets qui soient à une distance suffisante de leur Soleil pour
que le cycle de l'eau, liquide, solide, gazeux, existe et que ça soit, entre guillemets, vivable. Donc ça, c'est l'objectif. Bon. Ça vaut le coup, c'est intéressant, vous trouvez? Ah oui, tout à fait. C'est de la recherche scientifique pure, là, vraiment. Là. Ouais. Donc, en quelque sorte, incontestable, puisque... Ah, tout à fait incontestable. C'est pas forcément les témoignages sur les pans qui ont provoqué cette recherche. La recherche avance de toute façon, la recherche de la connaissance de l'univers. Alors, je vais vous faire une remarque, mais on va dire qu'on a quand même l'impression qu'on cherche toujours du vivant, ou du vivable d'ailleurs, on pourrait dire, selon nos normes. Or, ce qui est intéressant, c'est quand même de se demander surtout s'il n'existe pas du vivant ou du vivable dans des normes qui ne sont pas les nôtres. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est plus simple de chercher ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on sait déjà comment on s'exprime. Et on va le relier aux histoires des ovnis, hein, parce que dans les années 50, justement, quand les fameuses vagues d'ovnis sont arrivées, les physiciens et les astronomes se sont réunis, en grand secret, évidemment. Et ils ont dit, mais est-ce que ce sont des extraterrestres? Et ils se sont concertés, ils ont discuté. C'était un monsieur qui s'appelait Fermi, et il a posé un paradoxe célèbre aujourd'hui, qui est tout le problème de la vie dans l'univers. Il a dit, si on admet 4 choses. La première chose, c'est que on n'est pas la seule civilisation technologique dans la galaxie. On n'est pas tout seul. Et on n'est pas les seuls à avoir vraiment fait de la technique. Deuxième chose, on est plutôt moyen. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés avant nous, d'autres qui sont nés après nous, on n'est pas les meilleurs, on a à peu près tous la même idée, c'est-à-dire qu'on aimerait quitter notre planète et aller essaimer la galaxie. En gros, on est dans la moyenne des moyennes, quoi. Troisièmement, les voyages interstellaires sont possibles, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer dans l'univers. Et il est parti de l'idée que si on allait à la vitesse de 10% de la vitesse de la lumière, ça serait pas mal finalement. Donc les voyages sont possibles. Et quatrièmement, l'entreprise galactique là, de colonisation, finalement, ça met pas autant de temps que ça. Admettons 100 millions d'années. C'est beaucoup pour nous 100 millions d'années, mais à l'échelle de l'univers, c'est pas grand-chose. L'univers a 15 milliards d'années, entre 13 et 15. Le Soleil en a 5. Bon, 100 millions d'années, c'est pas grand-chose. Donc ça veut dire quoi? Si ces 4 choses-là sont réunies, alors les extraterrestres devraient être là, sur la Terre. On devrait les avoir croisés. Ils devraient déjà être là. Donc le paradoxe, c'est pourquoi ils ne sont pas là. Et alors là, toutes les hypothèses sont discutées depuis, finalement, 57 ans, avec des hypothèses qui sont surtout sociologiques. C'est-à-dire, on ne quitte pas la planète parce que finalement, on se retrouve comme nous un peu sur Terre avec le développement durable. Il faut vivre et dépenser peu d'énergie. Aller dans les étoiles, ça coûte cher. 2, le zoo galactique, c'est-à-dire que toutes les populations qui sont clouées sur nous, comme nous, au sol, finalement, n'ont pas une grande évolution intellectuelle. Et donc, quand un extraterrestre passe, ben, finalement, lui, il est très intelligent, il a beaucoup d'avance. Il se dit, oh là là, une bande de sauvages, je les laisse sur le côté. Tant qu'ils n'ont pas évolué, je ne leur parle pas et je m'en approche pas. Etc., etc., etc. Vous avez, depuis 57 ans, des discussions sur le paradoxe de Fermi. C'est finalement, quand on regarde l'univers, il devrait y en avoir, et aujourd'hui, on ne voit rien. Pourquoi? Donc on joue entre deux lignes qui c'est d'une face. Enfin, d'habitude, généralement, on lève les yeux vers le ciel et on dit, tiens, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de vie ailleurs. Ouais. Et là, on retourne la question en disant, bah, s'ils existent, pourquoi on ne les a pas rencontrés, si vous avez bien compris? Pierre Lagrange. On oublie une chose dans tout ce débat, c'est que si on est confronté à des civilisations beaucoup plus anciennes que la nôtre, comme le prévoit le paradoxe de Fermi, ils nous sont incompréhensibles. Il faut regarder l'histoire des cultures. Ils nous sont incompréhensibles, je veux dire. Et d'abord, on est du mauvais côté de la barrière, je dirais, parce que c'est eux qui sont capables de voyager, pas nous. Si on regarde l'histoire des contacts entre civilisations sur Terre, nous sommes tous des semblables, d'accord? Pendant très longtemps, on a classé nos semblables parmi les singes, les bêtes sauvages, tout ce qu'on veut. On a oublié de dire que nous sommes aussi des singes. Donc, le vrai problème, c'est que l'histoire des contacts entre cultures, c'est l'incompréhension. Avec des extraterrestres, c'est multiplié par 100 millions. Donc, la vraie question, c'est que nos civilisations, depuis l'invention des sciences expérimentales, c'est 400 ans, depuis l'invention de l'écriture, c'est 6000 ans. Dans le cosmos, on compte en millions, dizaines, centaines de millions d'années. Si on est confronté à des civilisations qui ont 100 millions d'années de différence d'histoire plus ancienne que la nôtre, on ne peut pas comprendre à quoi on est confronté. Et un exemple supplémentaire, l'histoire des soucoupes volantes. Regardez l'attitude des scientifiques face aux cultures populaires, dites culture populaire des soucoupes volantes, c'est aussi l'incompréhension. Donc c'est un exemple grandeur nature du problème des rapports entre cultures. La façon dont les scientifiques ont considéré les ufologues comme des espèces d'abrutis qui racontaient n'importe quoi, alors que si on prend justement la littérature ufologique, c'est la première historiquement qui pose le débat sur le paradoxe de Fermi. Parce qu'en 50, Fermi discute avec ses collègues, mais on n'en parle pas avant les années 70. Et si vous prenez en 58 le livre d'Aimé Michel, Mystérieux objets célestes, vous avez tout le débat sur le paradoxe de Fermi qui est posé de façon extrêmement rigoureuse. Donc l'histoire des ovnis et l'histoire du programme SETI fonctionnent de façon parallèle. Il n'y a pas deux cultures,
il y a une même envie de résoudre une question qui est une question métaphysique majeure dans l'histoire des civilisations. L'existence d'autres civilisations ailleurs et la possibilité surtout qu'ils soient déjà ici. Et c'est pas si idiot que ça. D'ailleurs, les romans de Carl Sagan, Contact, posent très bien la question. Ils sont déjà ici. Alors, vous faisiez allusion à un roman qui a été adapté au cinéma et on parlait il y a quelques instants de ce film avec Jodie Foster qui s'appelait Contact. Et ben on va passer aux questions SMS et Internet. Alors, l'hypothèse selon laquelle Jésus-Christ serait un extraterrestre a-t-elle été sérieusement défendue par certains? Alors là, moi, je ne sais pas. Oui, par certains, oui. Mais bon, est-ce que c'est sérieux? On va faire en deux temps. Alors, allez-y, vous êtes pas... Non, elle a été défendue. Il y a tout un tas d'idées comme quoi, effectivement, les religions seraient pleines de contacts avec les extraterrestres qu'on n'aurait pas compris. Là aussi, c'est un peu ce problème ethnocentrique où on a tendance à... Notre point de vue est valable sur celui des autres. On a vu comme ça des cosmonautes qui auraient fait les pistes de Nazca, enfin, ce qu'on appelle les pistes de Nazca au Pérou, qui auraient l'histoire du cosmonaute de Palenque, vous savez, une dalle dans le temple des inscriptions Maya à Palenque, au centre, en Amérique centrale, qui représenterait un extraterrestre. Il y a tout un tas de choses comme ça. C'est extrêmement intéressant en termes de culture. C'est pas forcément extrêmement pertinent par rapport au contact. La question, c'est est-ce qu'effectivement, et Sagan avait posé la question, Carl Sagan avait posé la question, est-ce que dans les récits des Sumériens ou d'autres civilisations, ou des Dogons en Afrique et tout, qui semblent témoigner de contact avec d'autres êtres supérieurs, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose de crédible en termes d'extraterrestres? C'est difficile de dire. Gildas Bourdet, vous avez envie de réagir à cette question? Oui, pour compléter un petit peu. Bon, Jésus-Christ extraterrestre, c'est brutal, mais on pourrait imaginer d'autres hypothèses. On peut imaginer, et certains l'ont fait, et moi je suis assez tenté de le faire, que, en fait, il y a des visiteurs qui ne sont plus des visiteurs, qui sont là depuis très longtemps, et puis qui ont agi discrètement, presque clandestinement, sur notre histoire. C'est pour ça... C'est un des aspects qui font que le dossier OVNI pèse très 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 lourd et qu'il n'est peut-être manié avec précaution. Oui, mais c'est aussi une des raisons qui fait que vous n'êtes pas pris au sérieux. Vous attribuez une note morale aux extraterrestres. Vous ne pouvez pas le faire. La leçon de Wells dans La Guerre des mondes, c'est de dire on ne peut pas attribuer une note morale aux Martiens. Ils nous exterminent, tout simplement parce que pour eux, on est des rats. Ils dératisent. Oui, donc, je trouve ça... Non, mais franchement, je trouve ça un peu raide quand même. Mais c'est pas un peu raide, c'est un vrai problème. Nous sommes des babouins, nous sommes des rats. Moi, je ne vois pas les choses ainsi. Ah, parce que vous estimez que vous pouvez comprendre la motivation extraterrestre. C'est très moyen, oui, mais on n'est pas des rats ou des babouins quand même. Il peut y avoir des relations quand même. Peut-être que, c'est pas si... mais il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, justement. Il s'agit d'enlever les jugements de valeur de ce débat. C'est-à-dire de ne pas considérer qu'on peut comprendre a priori des extraterrestres qui auraient... Je veux dire, c'est la leçon de Solaris ou de 2000 ans de Lucie l'espace, on est face à quelque chose et c'est malheureusement incompréhensible. Et c'est ça le vrai problème. Juste, et après j'ai une autre question très intéressante. Il y a quand même toute une mythologie des histoires, des mythologies des religions qui est très intéressante à étudier. Moi je l'ai fait, et d'ailleurs je refais un livre là-dessus, je réédite bientôt. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est que... Ça veut dire qu'il y a... Si vous voulez nous dire que... Moi je vais vous dire, je peux le formuler simplement. Écoutez, c'est à partir du moment où on est croyant et on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je vais vous dire, en effet, on est dans un domaine qui est très extraterrestre, parce que... Mais je dis ça sans ironie. On est dans une dimension spirituelle. C'est autre chose, un peu différent. C'est pas le catéchisme, mais c'est autre chose. Pendant longtemps, la science a méprisé la culture sous-coupique, pour aller vite. Et là, on voit justement la culture sous-coupique qui lui rend la politesse en disant la religion c'est des extraterrestres, les autres cultures c'est des extraterrestres, et on passe tout au broyeur sous-coupique. C'est un peu rapide, il y a sans doute une idée intéressante derrière, mais telle qu'elle est exprimée comme ça, je suis désolé, c'est quand même court. Oui, il faut y aller doucement, il faut y aller très doucement. Et là, vous n'y allez pas doucement, vous mettez les pieds dans le plat. Mais non, je ne vais pas doucement, au contraire, j'essaye de... La culture, il met les pieds dans la soucoupe. Alors, que signifie l'expression rencontre du troisième type et pourquoi troisième? C'est bon, parce qu'il y a avant première et deuxième. Il y a première et deuxième. C'est la classification de rencontre rapprochée. Mollo. Alors, allons-y. 1, 2, 3. La première, c'est qui? Heineck, l'astronome de l'US Air Force, a mis au point une classification qui consiste à essayer de faire le tri dans les observations d'OVNI. Donc, il y a les lumières nocturnes, les disques diurnes, les observations radar optique, donc observation et détection radar, et ensuite rencontre rapprochée du premier, du deuxième et du troisième type. Premier type, c'est observation à moins de 200 mètres. Deuxième type, c'est quand il y a un effet physique, c'est-à-dire une panne de voiture, d'électricité ou choses de genre. Troisième type, c'est quand on observe des occupants. Et le quatrième type, c'est les enlèvements. D'accord. Y a-t-il des ufologues professionnels et comment le devient-on?
À part Il n'y a pas de diplôme. À part en décision. Non, Je ne revendique pas au sens strict du terme, on va dire. Oui, je ne revendique pas le titre d'ufologue. Il n'y a pas de diplôme d'ufologue. Je reçois cette question et à peu près tous les jours, on me dit comment on fait pour devenir ufologue. Je pense qu'il n'y a pas de diplôme d'ufologie, il faut être curieux, il faut s'intéresser au sujet. Pour avoir piqué votre gain, Chauquenès, votre formation à vous, c'est quoi? Moi, je suis ingénieur en électronique, et plus spécialement en télécom, donc ça n'a rien à voir. J'ai fait pendant des années, j'ai fait des opérations de lancement Ariane et des opérations de mise à pose de satellites au CNES. Donc tout mène à tout. Je veux dire, il faut s'intéresser au sujet. Il y a plein de contact avec. J'essaye de rassembler un certain nombre d'experts scientifiques de tous bords qui veulent bien travailler sur le sujet avec le GEPAN. Et bien là-dedans, il y a des astronomes, là-dedans, il y a des archéologues, là-dedans, il y a des géologues, il y a des psychologues, il y a des sociologues, il y a tout ça. Et tout le monde peut, toute discipline scientifique peut s'intéresser au sujet des ovnis et des pans. Pendant ce temps-là, Gildas Bourdet ramasse des petits morceaux de bois. Je pense qu'on a encore pas mal d'années devant nous pour en discuter. Ça, c'est sûr que la durée vous accompagne. L'ufologie, c'est une démarche citoyenne avant tout. C'est des gens qui disent la science ne répond pas à nos questions, donc on va les prendre en charge. Mais ça, on le voit aujourd'hui avec les associations de malades, avec les gens qui s'intéressent au dossier du nucléaire. Et l'ufologie, historiquement, est une des premières démarches citoyennes. C'est tout à fait intéressant. À une époque où c'était considéré comme étant aberrant que des citoyens s'intéressent à des questions d'experts. Moi, j'ai vu nous mettre les débats participatifs dans l'ufologie. Tout à fait. Non, mais vous êtes très fort. Historiquement, ces notions de débat participatif ont été inventées par les ufologues, bien sûr. Bien. Alors, y a-t-il des périodes où l'on a observé plus d'ovnis qu'à d'autres? Alors, si je vous écoute, oui. Oui, il y a des vagues, incontestablement, mais attention. Est-ce qu'il y a des vagues dans l'histoire dans l'histoire de l'humanité, quand on s'intéresse à ce genre de choses ou qu'on peut expliquer des choses? Tout à l'heure, vous nous avez quand même embarqué, proposé un trajet qui était... Je viens de relire un livre d'un ufologue belge qui est très bien sur ce sujet, Bougard. Michel Bougard. Michel Bougard, sur les observations du passé. Il est bien, son bouquin. Il y en a à toutes les époques. Il y en a à toutes les époques. Mais y compris au Moyen-Âge, Renaissance, tous les siècles. Mais c'est quelqu'un de très sérieux, ce monsieur Bougard. Il est historien des sciences. Voilà. Mais il est très critique par rapport à son livre aujourd'hui. Il l'a écrit quand il était très jeune. Écoutez, il peut changer d'avis, mais moi je le trouve pas mal, son bouquin. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup d'observations aujourd'hui, ça continue, mais on n'en parle plus tellement il y en a. Oui. Alors, est-ce que les gens qui croient aux ovnis s'attendent plutôt à une invasion ou à une rencontre amicale du troisième type? Il y a tous les avis. Il y a tous les avis, c'est-à-dire qu'il y a des théories... Ça ne peut pas être amical. Je vois vraiment pas pourquoi ça serait amical. Mais on n'a pas de témoignages hostiles, par contre. Mais il y a quelques cas, disons. Il y a des cas borderline de gens. Il y a une affaire en Amérique du Sud, un type qui serait mort après avoir été pris dans un rayon. Bon, il y a des choses de genre. C'est difficile à vérifier, on va dire. Mais c'est vrai que l'une des thèses, notamment Aimé Michel la soutenait, c'est que si les civilisations sont capables justement de se répandre dans l'univers, ils sont aussi capables de faire attention de ne pas se détruire. Donc avoir une action plutôt pacifique. Alors évidemment, ce n'est pas la thèse d'Independence Day, mais c'était cet argument. Mais on trouve tous les arguments. Les gens du programme SETI, Sagan, étaient des gens extrêmement optimistes qui disaient le jour où les extraterrestres vont entrer en contact avec nous, ça sera la parousie, quoi. Ça sera un événement fabuleux parce qu'on apprendra tout d'un coup, on aura accès à l'Encyclopédia Galactica. On ne peut pas, encore une fois, on essaie de coller notre morale à des civilisations dont on n'a pas le plus petit début de commencement d'indice, et c'est très difficile de le dire. Il y a un fond de source de tout ça qui est très bien fait, qui s'appelle X-Files, que tout le monde connaît et qui depuis plusieurs années vous montre cette espèce de personnage avec sa cigarette là, qui est toujours dans l'ombre avec une bouffée de fumée qui dissimule les complots, etc. Et ça, c'est toujours aujourd'hui en fond, finalement, de tout le débat. Derrière ça, il y a une chose quand même très drôle, c'est qui parle au nom de quoi? Et alors, finalement, pratiquement la seule tentative de se poser la question en termes global, c'est si un jour les extraterrestres débarquent sur la Terre, qui va leur souhaiter la bienvenue et qui va adresser un message au nom de l'humanité? Ça c'est naïf. Alors mais ça, c'est ce qui s'est discuté. C'est ce qui s'est discuté. C'est ce qui s'est discuté chez un certain nombre de gens qui a été intéressés à toutes les écoutes, finalement. C'est un boulot pour Jacques Chirac. Alors c'est un très bon boulot parce que finalement c'est arrivé à l'UNESCO et finalement à l'ONU et on a dit ça serait peut-être bien d'écrire un discours et de préécrire un discours qui ferait un bon accueil mais
qui soit consensuel. Que sait-on aujourd'hui de ces fameuses traces dans les Andes qui seraient des pistes d'atterrissage pour revenir? Il faut me le faire en 30 secondes. C'est des alignements de cailloux. Si vous faites atterrir un truc avec des réacteurs, tout ça envole. Donc je veux dire, ce ne sont pas des pistes. Vu du ciel, c'est très impressionnant. On a essayé de penser que c'était lié justement aux constellations et tout, mais non, c'est pas lié aux extraterrestres. Il y a un côté mythologique là-dedans. Et je termine en apothéose. Les hommes ont-ils construit des soucoupes volantes à titre expérimental? Oui, bien sûr. Nous, on a essayé de faire tourner les autres. Ils sont tous cassés la gueule. Tout s'est cassé la gueule. Tout à fait, mais ça n'a jamais fonctionné. On ne peut pas le dire, c'est un secret. Pendant 2 secondes, j'y ai cru. Bon, merci infiniment les uns les autres d'avoir participé à cette émission.